pouvez me confirmer si vous voyez mon écran? Oui. Oui, c'est bien visible. Parfait. Donc, durant cette séance et puis les séances prochaines, on va aborder les concepts, l'orienté objet, le côté orienté objet de Java. C'est quoi l'orienté objet? On va commencer par le data hiding, c'est-à-dire comment cacher les données, masquer les données. On va aborder le concept d'abstraction, le concept d'encapsulation. Et puis, les classes qui sont totalement ou bien fortement encapsulées. C'est quoi une classe fortement encapsulée? Et lorsqu'on arrive au couplage, on va voir aussi c'est quoi une classe qui est fortement couplée. Is a relationship. La relation is et puis has. Ça, on va aborder le concept d'héritage, la composition, l'agrégation. La signature d'une méthode. C'est quoi une méthode de signature? Ça, c'est un préliminaire pour aborder ce qu'on appelle le overloading et puis le overriding. C'est le chargement des méthodes et la réécriture des méthodes. Ça, c'est le concept, c'est des principes du polymorphisme. Les méthodes cachées et puis les blocs statiques, les blocs d'instance et les constructeurs c'est-à-dire chargés. Le couplage et la cohésion, ça c'est plus pour les frameworks comme Spring et Spring Boot. Comment écrire des classes? Il faut qu'il y ait un couplage minime entre c'est-à-dire les classes. En fait, c'est une introduction au framework comme Spring et Spring Boot. Et puis le typecasting, comment, c'est-à-dire le implicit, le explicit casting, comment réduire ou agrandir le scope d'un objet. Tous ces mécanismes-là, ça, c'est des mécanismes, c'est des détails, c'est-à-dire du côté orienté objet de Java. Donc, on va les aborder en détail. Voilà, ça c'est le contenu. On a commencé par aborder les fondamentaux de Java, les concepts fondamentaux, les types de variables, les tableaux. On n'a pas encore terminé les concepts fondamentaux. On a abordé l'orienté objet, mais au fur et à mesure, tout ce qu'on a manqué durant les fondamentaux Java, on va l'aborder ici, ou bien dans les prochaines classes. Une question avant de commencer, c'est quoi, selon votre compréhension, la programmation orientée objet? Qu'est-ce que ça sous-entend pour vous? De quel objet on parle ici? Quelqu'un peut... Est-ce que vous m'entendez? On t'entend, oui. Ouais, c'est quoi la programmation orientée objet? C'est un paradigme. Qu'est-ce que ça sous-entend pour vous? Qu'est-ce que vous comprenez lorsqu'on parle? C'est un terme qui est vraiment que vous entendez souvent, pas uniquement pour Java, mais pour la plupart des langages de programmation moderne. Mais ça veut dire quoi? Programmation orientée objet. Il y a objet, il y a orienté, il y a programmation. On vise à organiser, à structurer le code de manière à ce qu'il reflète les entités du monde réel et les interactions entre elles. Oui, effectivement. Est-ce que quelqu'un peut ajouter quelque chose? Organiser le code de telle façon que chaque objet a ses méthodes et ses fonctions et ses paramètres qui sont propres à lui. Ok, parfait. Les objets sont des instances de classe. Ils sont des modèles définis pour créer ces objets-là. Parfait. Il se base sur quel principe là?
Ouais, 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 tout ça, effectivement. Parfait. Donc, c'est un paradigme. En fait, c'est un paradigme, c'est une façon de programmer. On a abordé les concepts fondamentaux du langage Java. Ça, c'est le côté procédural de Java. On a vu comment écrire du code ligne par ligne. Si on a un problème à résoudre, on écrit le code ligne par ligne et puis à la fin, c'est-à-dire on répond aux besoins d'affaires. Par exemple, quelques techniques qu'on a utilisées, les boucles, les conditions, le concept de variable et ainsi de suite. Mais avec les concepts fondamentaux de Java, vous ne pouvez pas aller plus loin. Juste des petites applications, probablement de console. Si vous voulez aller plus loin, développer des applications avec des interfaces graphiques en utilisant, par exemple, le package Swing pour développer une calculatrice, une calculatrice d'intérêt, ou bien si vous voulez développer une application à grande échelle une application d'entreprise, vous ne pouvez pas aller avec le côté procédural de Java. Vous avez besoin c'est-à-dire d'un autre paradigme, d'une autre façon de faire les choses pour arriver à ces fins-là. Et puis, le concept, le paradigme orienté objet, ça sous-entend que on utilise programmation orientée objet. Donc, dans la programmation, au lieu qu'on utilise des procédures ligne par ligne, des fonctions, on va utiliser des objets pour représenter des entités du monde réel, des entités qu'on peut identifier d'une façon unique, des entités distinctes, c'est des objets. Un exemple, ces entités peuvent être concrètes, ils peuvent être abstraites. Un exemple d'objet concret, on peut développer une classe qu'on va nommer cercle, rectangle. Ça, c'est des concepts concrets, vous les voyez. Et puis des concepts abstraits, on peut développer une application, plutôt une classe, c'est-à-dire un objet qui va représenter un concept vraiment abstrait comme un compte bancaire. Peut-être aussi un objet pour, c'est-à-dire une police d'assurance. Ça, c'est des concepts abstraits. Donc, on peut avoir des objets concrets, on peut avoir des objets abstraits. Et puis, ces objets-là, on peut les identifier d'une façon unique, on peut les distinguer l'un des autres. Ces objets-là peuvent avoir des états et peuvent avoir des comportements. Les états de ces objets sont, généralement, les appelle des propriétés ou bien des attributs, properties, attributes. Ils sont représentés par des variables, des champs comme int, je prends l'âge d'une personne, int age, vous lui assignez une valeur de 20, 30, 40 et ainsi de suite. Le nom, le prénom, vous prenez un objet, cercle, vous pouvez lui assigner, il peut avoir un attribut comme le rayon, la surface. Sont des attributs, sont des propriétés de cet objet, c'est des états de cet objet. L'objet également peut avoir un comportement. Un comportement, un cercle, peut-être on peut avoir une méthode pour calculer sa surface, son périmètre. Un animal peut, ou bien un étudiant peut avoir un comportement, passer un examen. Enfin, c'est des comportements. Pour un objet, vous avez des états et vous avez des comportements. Après, ça, c'est l'objet. Les objets, donc, c'est pour, c'est-à-dire modéliser le monde réel sous forme d'objets virtuels Java afin de résoudre un problème spécifique. Si vous prenez des objets, différents objets, je prends des cercles, par exemple. Je prends un petit cercle comme ça, un grand cercle, un cercle moyen, un cercle de couleur rouge, de couleur verte.
tous ces objets-là sont des objets, ont leur propre propriété, leurs attributs. Mais il y a, si vous prenez des objets qui sont, c'est-à-dire du même type, on va dire des cercles, des rectangles, pour les définir, on a besoin c'est-à-dire d'un gabarit, d'un template, d'un moule. Et ce moule-là, c'est le concept de classe. Si vous prenez surtout les femmes qui cuisinent, vous avez le moule pour les gâteaux, pour préparer des gâteaux. Avec le même moule, vous pouvez cuisiner des milliers c'est-à-dire de gâteaux. Donc, le moule, c'est la classe, et puis les gâteaux vont être des objets. Donc, ça, c'est à peu près le concept c'est-à-dire d'objet, et puis de classe, et puis c'est quoi l'utilité c'est-à-dire de la programmation orientée objet. Si on revient, est-ce que c'est clair jusque-là ou des questions? Parce que j'entends pas, donc si vous pouvez parler s'il y a des questions, sinon on continue. J'ai une question. Oui, Karima. Pardon, c'est quoi la différence entre une classe et une application? Une classe, si je parle de Java. Si je parle de Java, une classe, on vient de le dire, c'est un moule, ou bien c'est un plan, c'est une architecture, c'est un contrat qui va vous aider à produire des objets. Une classe cercle va vous donner la possibilité de créer des objets de type cercle avec différentes dimensions, différents périmètres, différents rayons. Par contre, une classe, ça est plutôt une application. Si tu prends une classe, c'est une simple classe. C'est un moule, c'est un plan. Si tu prends une classe qui contient la méthode main, c'est-à-dire la classe qui va exécuter un programme, c'est une classe Java, c'est comme une simple classe, mais qui contient la méthode main. Cette classe a le point d'entrée du programme. Elle exécute le programme et va vous retourner un output, une sortie. Et donc, une classe qui contient la méthode main, on appelle une application. Tout simplement. Donc, une application, c'est une classe qui s'exécute, qui a la méthode main, contrairement à une classe simple. Okay, c'est correct? Oui, merci. Ok. J'arrête le partage et on va voir rapidement un petit exemple. Comme ça, on aborde le concept de hiding, abstraction, et ainsi de suite. Donc, Mohamed, si tu peux partager ton écran. On va créer une classe. Voilà, on va faire un clic droit sur SRC. On crée une copie de classe 1, juste copy-paste. On va juste les renommer. Copy-paste. Tu copies ça et tu pastes dans SRC. Dans le dossier SRC, on va l'appeler, on va la renommer maintenant. On va l'appeler cercle. On va créer une classe cercle. Parfait. Et tu ouvres cette classe cercle. Tu double-cliques sur cette classe cercle. Parfait. Cercle. Il faut que le nom du fichier soit pareil que cercle. Voilà. Vous avez créé une classe. C'est quand on va créer une sorte de contrat pour tout objet qui veut s'identifier comme cercle, il doit respecter les attributs et c'est-à-dire l'état et le comportement qu'on va identifier ici. C'est comme une sorte de contrat. Si tu veux être un cercle, tu dois être comme nous, comme ce qu'on va mentionner ici. Ici, on va créer le modèle cercle. Alors, on peut créer un double.
on peut appeler radius, c'est pour le rayon, radius ou bien rayon. On lui assigne peut-être une valeur par défaut égale 1, 20, ok, point virgule, parfait. Voilà, ça c'est, après on peut créer le constructeur, simplement public, cercle. Le concept de constructeur, on va revenir plus tard sur ça. Pour le moment, oublions. Non, on va créer le constructeur vide, simplement. Ouvre les... Non, on va... ok, tu veux... Ok, parfait. Ouais, tu peux faire double R. Double R. Le constructeur, il peut faire, vous pouvez faire avec le constructeur tout ce que vous voulez. Mais initialement, plutôt dans la pratique, ou bien ce qui est recommandé, c'est d'utiliser le constructeur pour initialiser les variables d'instance, les propriétés c'est-à-dire de la classe. OK, on va faire this radius égale R, c'est-à-dire ce que vous allez, voilà, this, utilise le keyword this, point radius égale R, simplement. On a défini le constructeur. Et comme on n'a pas, pour le moment, on ne va pas s'occuper des getters et des setters ou bien des access modifiers, on a créé une simple classe. Maintenant, on va créer une méthode qui va nous retourner la surface ou bien le périmètre de ce cercle qu'on va créer. Public, et va nous retourner un double parce qu'on va faire un calcul avec un double. Et tu peux surface, voilà, surface, cercle. Tu peux écrire surface, cercle. Et puis, on n'a pas besoin de cercle. On ouvre les accolades. Les accolades, tu fais Enter. Ça va nous retourner cette méthode, puisqu'on a mis double, c'est qu'on écrit return, et va nous retourner un double. Et puis ce double-là, ça va être this, c'est-à-dire le rayon ici, point, radius, point, c'est-à-dire multiplication par la math, parce que l'objet, plutôt la classe math est offerte par Java. Vous n'avez pas besoin d'importer quoi que ce soit, c'est M majuscule, math, M majuscule TH, M-A-T-H, M majuscule A-T-H, voilà. Et il est dans Java Lang, c'est le seul, lorsqu'on arrive au concept de package, vous allez voir, on va voir pourquoi uniquement le Java.lang qui est disponible sans avoir à l'importer. Ici, on va utiliser pi, la constante pi. Pi, il est en bas, P majuscule. Donc, la surface c'est-à-dire d'un cercle, c'est le 10 fois, c'est le rayon au carré fois pi, c'est ça. À part si voilà, this radius fois this radius, deux fois, voilà. 2 fois 10 fois radius. C'est-à-dire 10 fois radius, non, 10 fois radius. C'est le rayon au carré fois pi, c'est ça. Écris-le directement, on va simplement... Parfait. Une fois que le calcul est fait, on retourne cette surface-là. Pareil, on va créer une autre méthode qui va nous permettre de calculer le périmètre c'est-à-dire d'un cercle. Public, d'abord, périmètre, cercle. OK. Et on ouvre les accolades, parfait. Il y a l'accolade qui est, voilà.
Tu fais juste, ouvre une et tu fais Enter, parfait. On retourne, cette méthode va nous retourner, return, le this radius, 2 fois this fois radius. C'est 2 fois R, PR, c'est ça. Ariski peut nous confirmer ça, il est fraîchement, il vient d'avoir son bac, alors il peut nous confirmer le périmètre du cercle. 2 fois R, 2 fois, voilà, fois pi. Math.pi, voilà. Point virgule. Parfait. Qu'est-ce qu'on a fait ici? On a créé un plan. C'est quoi une classe? Donc, pour tout objet qui veut s'identifier comme une classe, il doit respecter ce qu'on a mis ici dans le contrat. Donc, s'il veut s'identifier comme cercle, sa surface doit être calculée de cette manière. Donc, ici, on n'a pas créé d'objet, on a juste créé un plan. Là, on va aller dans insertion, on va créer une autre classe, on peut l'appeler driver, ou bien app, celle-ci. Voilà, c'est parfait. Cette classe-là, c'est une classe normale, comme la première classe qu'on a créée, sauf qu'elle contient la méthode main, que vous voyez à la ligne 2. C'est le point d'exécution de notre programme. Donc, cette application, plutôt cette classe, s'appelle une application. Donc, ça répond à ta question, Karima. Est-ce que c'est clair, Karima? Oui, merci. Parce que c'est à partir de là qu'on va exécuter notre programme. Alors, pour exécuter le programme, je vais créer, ou plutôt, on va créer, ouais, tu peux enlever l'exception, on n'en a pas besoin. Et puis, on crée un objet de type cercle. 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 À la ligne 3, tu vas créer un objet de type cercle. Est-ce que tu nous entends, Mohamed? À la ligne 3, on va créer un objet de type cercle. C'est-à-dire, on va instancier. On va créer... Hein? Oui, Mohamed, tu nous entends? Ouais, ouais. Donc, à la ligne 3, à la ligne 3, on va créer maintenant à l'intérieur, voilà, parfait, cercle, mon cercle égale mon cercle 1, parce qu'on va créer d'autres cercles. Mon cercle 1 égale, et comment on crée un objet dans Java, c'est avec le keyword new. New, cercle. Cercle. Et puis là, tu dois spécifier, tu donnes un argument, parce qu'on a créé un constructeur avec argument. C'est pour initialiser la variable d'instance qui est le rayon. Alors, je crée plutôt mon premier cercle, ça va être un cercle de 10 unités. On ne spécifie pas l'unité ici, simplement, tu termines par un point virgule. Parfait. Et si tu descends à la ligne, tu vas écrire 6 out, un 6 out. Et tu écris en chaîne de caractères la surface ou bien le périmètre, voilà, la surface du premier cercle. 1 et 2 points. Tu concatènes c'est-à-dire mon cercle, point, et tu auras accès aux méthodes. La méthode, c'est un périmètre du cercle. Plutôt surface, ouais, désolé. Oui, Nabil, ouais. Oui, merci. Juste pour le run et debug, comment, pour la classe, j'ai pas vu comment on a créé la classe app.java. Et donc, comment, pour le run debug, la ligne numéro après la 1? Ah, ok. Ça, c'est les extensions, en fait. C'est les extensions. Ça dépend quel type d'extension que tu as installé, mais tu peux simplement écrire du code. Tu n'as pas besoin de voir run debug. Après, après le cours, je peux te montrer les extensions à installer. Merci. De rien.
Sinon, tu n'as pas besoin de l'exécuter à partir d'ici de run debug. On va l'exécuter directement à partir de la console. C'est mieux. On va l'exécuter à partir de la console. Alors ici, on a fait appel à une méthode définie dans notre classe. Ça, c'est l'objet cercle 1. Je peux dupliquer la ligne 4. On va dupliquer la ligne 4 pour le périmètre du cercle. C'est-à-dire, tu dupliques la ligne 4. Ah, il te manque un S pour le système. Voilà. Parfait. Le périmètre. Et voilà. Et on fait appel à la méthode périmètre cercle. On exécute le programme. D'abord, on sauvegarde. Après, comment exécuter une build, tu vas simplement compiler. Tu vas écrire Javac. Javac. Ça, c'est Java Compiler. Et le nom de la classe, c'est app.java. Ça va compiler. Voilà, c'est Javac. Ah, tu n'es pas sur... Ah oui, ouais, merci. Ah, tu n'as pas besoin au fait, d'aller à SRC, Mohamed, parce que, regarde, là, peu importe où tu es, si tu écris where Java, écris where Java. Where Java. Where, où se trouve Java. S'il te donne le... OK, écris Java espace version. Java espace version. OK. Tu vois, le fait qu'il t'a donné la version de Java à partir d'ici, c'est que Java est reconnu partout sur ta machine. Donc, peu importe l'endroit où tu l'exécutes, donc il n'y a pas de souci. Tu peux simplement faire... Ah, OK. OK. Attends. Oui, tu as raison, parce qu'il faut aller dans l'emplacement de la classe. Écris Javac. Oui, tu as raison. Écris Javac. App.java. C'est parfait. Attends, il te manque quelque chose. Tu as une accolade de plus. OK, sauvegarde et puis réexécute. Lorsqu'il a exécuté, il y a le bytecode qui est généré, c'est cercle.class. On a exécuté Java, le fichier .java, on l'a compilé, il n'y a pas de problème, et la classe, c'est-à-dire .class, est générée. Maintenant, on va exécuter, c'est-à-dire ce bytecode cercle.class va être exécuté par la GVM. Simplement, on écrit Java et le nom de l'app. On n'a pas besoin d'écrire l'extension. Juste Java app. Et tu fais Enter. Qu'est-ce que peut-être enlever le... Alors, on écrit simplement app. Avec les flèches. Parfait. La surface du cercle 1 est 300 quelque chose. Le périmètre, c'est celui-ci. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dupliquer maintenant les lignes 3, 4, 5 deux fois ou trois fois. Deux fois, une autre fois. C'est-à-dire les lignes 3, 4, 5, tu les copy-paste pour créer un deuxième cercle avec un autre rayon. Tu l'appelles mon cercle 2. Parfait. Tu mets 2, tu changes mon cercle 1 à 2, tu remplaces le rayon peut-être par 20. Et puis le cercle, voilà, 2. Même dans la chaîne de caractères aussi. 2. On sauvegarde et puis on exécute.
deuxième objet, deuxième cercle. Voilà. On a créé deux objets. Le cercle 1, on a calculé sa surface et son périmètre. Et puis l'objet 2, on a calculé sa surface et son périmètre. Est-ce que c'est correct? C'est bon pour tout le monde? Donc, on peut créer autant d'objets qu'on veut. Et puis, le template, la classe est toujours la même. Ça va être l'architecture, le plan pour créer ces objets-là. Donc, on peut dire que c'est comme si on a instancié la classe. On a créé un objet d'une classe. C'est comme un objet sur une instance de la classe. Donc, lorsqu'on crée un objet, on dit on a instancié la classe. Voilà, des fois, le terme objet et le terme instance veulent dire la même chose. Est-ce que c'est bon? Vous avez des questions par rapport à ça? Pas de questions? Parfait. Alors, maintenant, c'est quoi le data hiding? Le data hiding. Le data hiding, est-ce que c'est cacher les données? Cacher les données. C'est quoi l'utilité de masquer les données des objets? Est-ce que quelqu'un peut nous dire c'est quoi le data hiding? C'est pourquoi on l'utilise? Oui, Ismaël. En fait, pour protéger les données, si, par exemple, dans le contexte d'un, on va dire, un programme pour une banque, on ne veut pas nécessairement donner la possibilité à l'utilisateur de changer la balance d'un solde ou des informations. Fait qu'on veut avoir une sorte de protection. Fait qu'on va utiliser les private, protected, puis public pour ce genre de données-là. Effectivement, c'est-à-dire le data hiding, comme son nom l'indique, c'est cacher, masquer les données. Cacher ou masquer les données. L'utilité du data hiding, pourquoi on utilise le data hiding? Tout simplement pour des raisons de sécurité. Vous n'allez pas laisser les données internes traîner ou bien vous n'allez pas rendre les données internes accessibles c'est-à-dire à l'extérieur de la classe. Sinon, c'est une atteinte à votre sécurité. N'importe qui peut écrire du code et puis jouer avec ses paramètres. Votre code n'est pas fiable, n'est pas sécuritaire. Et c'est quoi? Comment on masque les données? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on utilise pour masquer les données? Qu'est-ce qu'on utilise pour masquer les données? Le principe de l'encapsulation. L'encapsulation, oui. Mais il y a quelque chose, Tahar vient de mentionner quelque chose, effectivement. On utilise le modificateur d'accès private. Donc, si vous voulez rendre une donnée non accessible par le milieu extérieur, on utilise le modificateur d'accès private. Si tu vas maintenant à la ligne 5 ici, à la ligne 5, tu vas, après la ligne 5, tu vas faire un 6 out. Tu vas faire un 6 out. Un 6 out. Tu peux écrire le rayon du cercle, entre guillemets, le rayon du cercle et deux points. Simplement, tu écris mon cercle 1 point radius. Voilà, donc ici, c'est l'application. N'importe qui peut venir et puis accéder à tes données-là.
Et si tu copies, tu exécutes de nouveau, on va voir s'il va nous afficher le rayon du cercle. Voilà, le rayon du cercle est 10. Après, je peux jouer avec ces valeurs-là pour les manipuler. Mais pour la rendre inaccessible, pour cacher, masquer ces données, je viens dans la définition de la classe et je change double par private. Private, ouais. Espace. Voilà, c'est bon. Maintenant, retourne dans ton application Java. Et tu vois, Radius est en rouge. Il est en rouge ici. Tu peux pas, regarde la ligne 6, qu'est-ce que ça dit? Tu peux pas accéder à cette donnée parce qu'elle est privée. Donc ça, c'est le data hiding. On utilise le data hiding pour masquer, pour cacher les données internes à l'utilisateur externe. Et pour parvenir à le faire, on utilise c'est-à-dire le modificateur d'accès private. Par contre, maintenant, si mes données sont private, ils sont inaccessibles à partir de l'extérieur, comment, si je veux utiliser cette donnée, si je veux manipuler cette donnée, je ne vais pas accéder directement à cette donnée, on va utiliser des getters et des setters. C'est-à-dire à spécifier les getters et des setters. C'est des méthodes que vous allez créer, des méthodes qui devront être publiques pour modifier, c'est-à-dire ou pouvoir accéder à vos données. Et puis, normalement, si tu fais un clic droit, remarque ici, c'est VS Code. On va créer, on va revenir sur les getters et setters. Mais pour vous dire, si vous voulez accéder à une méthode privée, simplement, vous créez des getters. Vous allez générer des getters et des setters qui sont des méthodes qui vont vous permettre d'accéder à ces données à partir c'est-à-dire d'autres classes. Ça, c'est le data hiding. Maintenant, c'est quoi l'abstraction? Le deuxième point qu'on va couvrir dans l'orienté objet, c'est l'abstraction. Qu'est-ce que ça sous-entend pour vous, l'abstraction? Classification des classes. Oui, Ismaël? En fait, d'autres avaient une réponse. Oui, c'est Ismaël, oui. OK. En fait, dans l'objet orienté, ça permet d'avoir une vision comme un niveau haut de programmation. On veut toujours créer à partir d'une interface, puis coder vers cette interface-là. Je sais que tu n'as pas encore évoqué les interfaces, mais c'est pour permettre au programme qu'on va créer leur permettre d'être changés dans le futur. Par exemple, si on parle d'une fonctionnalité quelconque, si on va créer une abstraction, par exemple, on parle des animaux, on va faire une méthode, on va dire, on va avoir une méthode faire un son, puis après ça, tu vas aller dans les classes de chaque animal, puis tu dire, OK, un chat va faire... Tu vas pouvoir spécifier pour chaque. OK. Je ne sais pas si c'est un... Oui, c'est correct. C'est bon. Merci, Ismaël. Est-ce que quelqu'un peut ajouter quelque chose par rapport à l'abstraction? Oui. Quelqu'un peut ajouter quelque chose? En fait, moi, je dirais que ça nous permet de ne pas trop se soucier des détails. C'est pas important de savoir ce que ça fait, mais ça permet de développer à partir de ce concept-là.
Effectivement, ouais, c'est à peu près ça. En fait, l'abstraction, quand on dit quelque chose d'abstrait, c'est vague, c'est pas implémenté, c'est juste le big picture, l'idée globale. Donc, l'abstraction, c'est lorsque vous masquez, c'est lorsque vous cachez l'implémentation interne à l'utilisateur et vous mettez en valeur uniquement un ensemble de services que cette application offre au client. Ça, on l'appelle de l'abstraction. Oui, Ismaël? Si je prends l'exemple d'un ordinateur, je peux dire qu'un ordinateur permet d'avoir des images, d'écrire, envoyer des courriels, sans vraiment rentrer dans le détail de comment ça se passe. Effectivement. Un autre exemple, donc l'abstraction, c'est de masquer, c'est de cacher à l'utilisateur, d'épargner l'utilisateur l'implémentation interne et de lui montrer, de lui exposer uniquement ce qui l'intéresse à partir de ce service-là. Qu'est-ce que cette application offre ou bien cette classe offre comme un service. Un exemple, si vous prenez, vous utilisez tous les jours les bornes de banque pour les ATM, les guichets, pour retirer de l'argent. Lorsque vous allez retirer de l'argent à partir d'un guichet, d'une banque, vous insérez votre carte et vous aurez une interface graphique. Vous allez sélectionner le type de compte, le montant, est-ce que vous voulez un ticket, vous avez besoin d'autres transactions. C'est une interface graphique, on vous expose, on vous étale tous les services nécessaires rendus par cette application-là. Mais est-ce que vous avez une idée comment que ça se passe à l'intérieur? Vous n'avez aucune idée. Lorsque vous saisissez, vous insérez la carte et puis le lecteur de carte magnétique va détecter identifier votre numéro de carte et puis l'authentification avec NIP. C'est quel serveur de base de données qui est appelé, c'est quelle table, est-ce que c'est codé en Java, est-ce que c'est des services web, SOAP, REST, tout ça. Imaginez si vous allez dans un guichet dans une succursale bancaire, vous allez dire c'est-à-dire à l'agent qui va vous accueillir, j'ai besoin de savoir où mon mot de passe, c'est-à-dire comment que ça se passe à l'interne, le processus de retirer de l'argent. Peut-être il va vous donner c'est-à-dire une idée globale comme ça. Et vous allez insister, mais je veux savoir c'est quelle base de données que vous utilisez, et c'est quel langage. L'agent lui-même, il ignore tous ces détails-là. Si vous insistez, ils vont croire que c'est un hacker qui est venu voler, c'est-à-dire l'identité de cette banque. Donc, on vous expose une interface et puis vous n'avez pas à vous occuper, à vous soucier du détail. C'est comme vous allez dans une pâtisserie, vous achetez un millefeuille, vous n'allez pas demander c'est-à-dire au pâtissier, vous l'avez cuisiné avec quelle farine, c'est à quelle température, c'est quel type de sucre vous avez utilisé, levure chimique, à quelle heure. Tous ces détails, vous n'avez pas besoin de les connaître. Donc, on vous expose un bon millefeuille et puis, c'est-à-dire toute la cuisine qui se cache derrière, ce n'est pas de votre ressort. Donc, l'abstraction dans la programmation, c'est ça. On expose, on épargne l'utilisateur l'implémentation interne, on lui expose juste un ensemble de services via une interface pour pouvoir utiliser ce service. Donc, on masque, on cache l'implémentation. Est-ce que c'est correct pour le concept d'abstraction? Et puis, qu'est-ce qu'on utilise dans Java pour atteindre ou bien pour implémenter justement ce concept d'abstraction? Qu'est-ce qu'on utilise? Bon, pour cacher les informations, on utilise l'access modifier private. Mais pour l'héritage, pour hériter c'est-à-dire les fonctions et les méthodes générales.
Non, l'héritage, c'est pour une autre mission, mais pour l'abstraction, on utilise autre chose. On vient de le dire, c'est abstract, ça, Abstract. comme disait. On utilise des classes abstraites et aussi qu'est-ce qui est, c'est-à-dire comment vous appelez une classe totalement abstraite? Une classe qui contient, par exemple, 4 méthodes abstraites. Il ne contient que ces 4 méthodes abstraites. Interface. C'est une interface. Voilà. Donc, pour satisfaire ou bien pour implémenter le concept d'abstraction dans Java ou bien d'autres langages, on utilise les interfaces ou bien les classes abstraites. Voilà. Et puis, l'objectif, vraiment, c'est la sécurité. C'est la sécurité du code. Vous exposez une interface et puis le code interne est à l'abri. Et aussi pour la maintenance et si vous voulez améliorer votre application plus tard, admettons qu'aujourd'hui, vous utilisez du code Java. Et puis, il y a un autre langage qui vient de naître. On peut lui donner n'importe quel nom. Il s'avère qu'il est nettement mieux que Java. Vous pouvez switcher, migrer vers ce langage-là dans le back-end, c'est-à-dire en coulisses, dans votre code, sans avoir impacté la partie présentée au client. Donc, le client va avoir toujours le même guichet, la même interface, mais l'implémentation derrière, vous pouvez l'améliorer, la maintenir, opter pour la technologie que vous voulez. Et le client est à l'abri de tout ça. Il ne va pas savoir ça. Il est à l'abri de toutes ces modifications-là. Donc, aussi, c'est très simple à maintenir et vous développez des applications qui sont flexibles. Vous séparez voilà, tout ce qui est peut-être vu, si on prend le modèle MVC, c'est à peu près, même si ce n'est pas la même chose, mais c'est à peu près ça, c'est une petite analogie. Donc, ça, c'est pour l'abstraction, le deuxième concept. Maintenant, si je parle de l'encapsulation, si on parle de l'encapsulation, est-ce que quelqu'un peut nous dire c'est quoi l'encapsulation? Oui, c'est-à-dire ça fait partie de l'encapsulation. Mais le concept de l'encapsulation en lui-même, qu'est-ce que ouais, Ulrich dit la protection des méthodes de la classe, oui, mais l'encapsulation, comment vous allez le définir? C'est regrouper les données, par exemple les attributs et les méthodes qui opèrent sur ces données au sein d'un même entier. Exactement, exactement. Donc, vous allez regrouper les données et les méthodes, c'est-à-dire les états d'un objet et puis les actions d'un objet, vous allez les regrouper dans une capsule, dans une seule classe. Et puis les méthodes, c'est-à-dire donc l'encapsulation, c'est l'abstraction plus data hiding. Tu peux écrire un commentaire à la ligne 6, Mohamed, s'il te plaît, à la ligne 6, par exemple, tu écris un commentaire, //. Donc, l'encapsulation égale abstraction plus data hiding. Donc, si vous masquez les données avec private et puis vous faites l'abstraction, vous masquez l'implémentation interne en exposant juste des services, comme ça, vous avez implémenté ce qu'on appelle l'encapsulation. Et puis, c'est comme si vous avez pris les données et puis les actions sur ces données, vous les avez regroupées dans une capsule. La capsule, tout le monde, probablement, au moins, ne serait-ce qu'une seule fois dans votre vie, vous avez avalé une capsule peut-être d'un antibiotique ou c'est quand vous avez une petite capsule à l'intérieur de laquelle vous allez encapsuler le traitement. Donc, c'est le même concept dans la même classe. Vous allez regrouper les attributs, les méthodes
ainsi que plutôt les données ainsi que les actions sur voilà sur ces données. Bon, l'encapsulation, si vous masquez, on a dit que c'est l'abstraction plus data hiding. Donc, si vous mettez les données comme private pour data hiding, alors vous devrez créer des méthodes, des getters and setters, des getters et des setters qui vont vous permettre, justement, c'est ça qui va faire la sorte d'interface pour que les utilisateurs externes pourront accéder à vos données. Donc, on doit créer des getters et des setters. Des getters et des setters, il faut qu'ils soient publics. Publics pour pouvoir accéder à vos données. On peut créer un autre exemple. Tu peux aller créer un autre exemple, banque, c'est-à-dire dans SRC, tu crées un autre fichier Java. Ça va être un compte bancaire, bank, voilà, compte, voilà, simplement compte.java. OK. Parfait. On va définir la balance. Bon, peut-être, on va faire simple, hein, juste la balance. Private balance. C'est-à-dire ça devrait être un double. Ouais, double. On va pas le double. En fait, les double, il faut mettre le type double. Private double. Parfait. Ah, tu n'as pas besoin d'initialiser une variable d'instance. Tu peux mettre point virgule, juste un petit rappel. Pour les variables d'instance comme celle-ci, on l'appelle une variable d'instance. Simplement, c'est quoi une variable d'instance et c'est quoi une variable statique? Ça, la ligne 2, on a créé une variable d'instance qui s'appelle balance. C'est quoi la différence entre une variable d'instance comme celle-ci et si je crée une autre variable et que je vais mettre, c'est-à-dire private, static, non, il faut la mettre public pour qu'elle soit public, static, banque. C'est-à-dire, il faut mettre le type, on va mettre chaîne de caractères, c'est-à-dire string. Tu fais point virgule. Juste point virgule. Tu n'as pas besoin de... on va l'effacer, c'est pour vous expliquer la différence un petit peu entre la variable d'instance de la ligne 2 et la variable statique de la ligne 3. Est-ce que quelqu'un peut me dire d'une manière sommaire, c'est quoi une variable, la différence entre une variable d'instance et une variable statique? Oui, Faisal? Pour la variable statique, Mhm. je pense qu'on peut l'utiliser dans toutes les méthodes de la classe. C'est comme une variable globale. Mhm. Et la variable d'instance? D'instance, si on l'utilise dans une méthode, on peut pas l'utiliser on peut l'utiliser dans la deuxième méthode de la classe, Mhm. mais elle va perdre son contenu. Ça sera pas une variable globale, c'est local. C'est pas par rapport au local, mais presque, tu as presque répondu. Oui, Ismaël? Je pense au contexte de tantôt quand on cherchait à calculer, on a utilisé math. Par Ouais. exemple, si on avait à On utiliser, ouais, si on avait à utiliser pi, Mhm. on peut le déclarer comme une constante ou bien Mhm. on peut toujours le déclarer comme une variable statique. Puis peut-être rajouter final, je ne sais pas si tu as abordé Ouais, ça. justement, ça, c'est les access modifiers, c'est un truc qu'on va couvrir plus tard. La Ok. variable statique et puis la constante sont deux choses différentes. Peut-être avec un petit schéma, je peux vous expliquer ça rapidement. Je vais juste partager, comment il s'appelle ça. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. OK. Donc, pour la variable d'instance.
Voilà, une variable d'instance. Vous créez un objet ici. Donc, une variable, je vais juste l'appeler var instance, et puis var variable statique. Ça, j'ai une classe. Admettons que j'ai une classe et puis j'ai créé des objets. J'ai créé 4 objets, on va dire des cercles. J'ai la classe cercle et j'ai créé 5 objets. Si la variable que vous avez définie dans la classe change d'un objet à un autre, pour chaque création d'objet, pour chaque nouveau objet que je crée, si la variable a une valeur différente des autres, on l'appelle une variable d'instance. Donc, tout ça, c'est des variables d'instance. Une variable d'instance, c'est une variable qui va changer, qui est différente d'un objet en autre. Elle est créée, sa durée de vie, sa portée, elle a la même durée de vie que l'objet. Elle vient au monde lorsque l'objet est créé. Elle part, elle disparaît lorsque l'objet est récupéré par le garbage collector. Lorsque l'objet arrive à sa fin, il est supprimé. Mais c'est une variable qui change d'un objet à un autre. Par contre, si vous avez une variable qui est la même c'est-à-dire pour tous les objets que vous créez, on va la nommer ici, stat. Donc, c'est la même variable que vous allez traîner qui va être disponible pour chaque objet. Vous allez créer cette variable et vous allez la réutiliser, la recycler pour chaque objet. Ça, on appelle ça, c'est une variable statique. Est-ce que c'est clair avec ce petit schéma, même s'il n'est pas vraiment un des meilleurs, mais est-ce que c'est correct? Est-ce qu'elle devient une constante là? Non. Non. La constante, tu peux enlever le mute. La constante, elle est finale, c'est quelque chose de constant. Tu ne peux pas le modifier. Il est là une fois et puis c'est bon. Par contre, la variable statique, c'est quelque chose qui est défini une seule fois et puis qui va être partagé par tous les objets que vous allez créer à partir des instances de la classe, mais vous pouvez le modifier. Mais si vous le modifiez quelque part ici, la valeur modifiée sera la même pour tous les objets. C'est correct? C'est ça, c'est une variable statique ou bien une variable de classe. C'est ça, de la classe. Effectivement, là, tu charges la classe et puis ça va disparaître lorsque la classe n'est plus là. Contrairement à une variable d'instance c'est-à-dire qui est créée qui est unique pour chaque objet. Est-ce que c'est bon? Parfait. OK, donc on va continuer. Mohamed, si tu permets de... Alors, l'encapsulation, c'est l'abstraction plus data hiding. Et l'objectif de l'encapsulation, c'est la sécurité, c'est l'amélioration. Oui, j'ai arrêté. Est-ce que vous voyez mon écran? Non, j'ai... OK, ça va venir. Parfait. On a créé une classe compte. On peut enlever la ligne 3. Après, c'était juste une petite bifurcation.
On crée le constructeur, on génère le constructeur. Normalement, Mohamed, si tu vas constructeur, si tu cliques sur l'ampoule, la lampe qui est à la ligne 3, tu vois la ligne 3, l'autosuggestion, commence à taper quelque chose. Normalement, il peut te faire juste écrire public. Regarde sur la ligne, clique ici. Voilà, ça te génère le constructeur. Voilà. Et puis, attends, qu'est-ce que ça dit? Select fields. Bon, tu cliques sur OK. T'as pas, c'est le constructeur vide. Tu peux générer également le constructeur avec... non, laisse ça comme ça. Après la ligne 5, tu fais Enter. C'est-à-dire tu sors du constructeur vide. Ayez l'habitude de créer toujours le constructeur vide. Maintenant, fais la même chose. Commence juste à taper pour faire apparaître le... Clique sur la lampe et générer constructeur for balance. Voilà. Getters and setters. On génère les getters and setters. Getters and setters. Getters. OK, là, tu as généré... Parce que si tu cliques, efface la ligne 7 et génère... ça efface tout le bloc. Ça efface tout le bloc. Regarde, la lampe là, fais-la apparaît là. Clique sur la lampe et générer getters and setters. Voilà. Clique ici. Il te génère, au lieu de les écrire manuellement, il te génère ces getters and setters. Alors, tu peux même, après la ligne 5, tu génères le constructeur avec argument. Après la ligne 5, tu fais Enter. P, juste tape P, et tu cliques sur la lampe, Generate Constructor. Là, dans clic, cherche select, écris balance, parce que tu veux le générer pour balance. Écris balance, il est là en bas, juste double. Sélectionne, il te l'a mentionné. Il est la ligne en bas. Il faudra cocher la case balance. Voilà, tu cliques ici, et voilà. Et voilà, enlève le P. Et tu peux même générer la méthode, c'est-à-dire toString. Simplement, tu vas aller à la fin, écris P simplement. Pareil, on triche un petit peu. toString, generate toString. Ça, c'est pour, voilà, sélection. Clique sur OK. Voilà. Parfait. Enlève le P. Ouais, c'est ça. Clic droit ou la souris. C'est parfait. OK. Maintenant, notre méthode ici, si tu montes, plutôt notre variable ici, c'est balance. Regarde la balance. Il est privé. Si je crée maintenant une autre classe, je vais la nommer compte test. Je crée une autre classe pour appeler cette méthode-là, plutôt créer des objets de type compte. Compte test. C'est une classe, c'est C majuscule. Voilà, point Java. Parfait, c'est une classe, c'est parfait. Et tu génères la méthode main, PSVM. Tu écris PSVM, tabulation, parfait. On va créer un objet de type compte. Compte égale new compte. Compte, mon compte. Aujourd'hui, vous allez révéler toutes les balances de vos comptes. OK. Égale new compte. Tu peux aller avec le constructeur vide. C'est correct. Le constructeur vide. Parce qu'on a overridé le constructeur. Après cette histoire des constructeurs, on va l'aborder plus tard. OK. Là, si tu essaies de faire, c'est-à-dire si tu essaies d'accéder à la valeur de
c'est-à-dire de ta balance. Écris sysout. Sysout. Parfait. Créer simplement mon compte. Voilà. C'est-à-dire, voilà, là, tu écris mon compte, point. Si tu essaies de faire point pour avoir c'est-à-dire balance, vous ne pouvez pas avoir balance. Parce qu'il est caché. C'est data hiding. Donc, data hiding, c'est ça. Vous faites un point, vous n'avez pas la possibilité d'accéder aux données. Vous les avez cachées à l'utilisateur final. Voilà. Et si tu retournes maintenant, on a créé une sorte d'interface des getters et des setters. C'est comme une interface des méthodes par lesquelles je peux accéder, avoir la balance de mon compte. Mais vous ne savez pas qu'est-ce qu'il y a dedans dans cette get balance. Pour le moment, on n'a pas écrit une logique, mais vous pouvez écrire une logique pour, par exemple, contrôler l'identité. Selection get balance, voilà, la méthode get balance. Si tu retournes dans le code compte, get balance, et te retourne la balance, votre balance. Mais dans la pratique, bon, vous n'avez aucune possibilité de manipuler, de changer balance. C'est-à-dire que vous pouvez l'avoir en lecture ou en écriture parce qu'on a fait 7. Mais dans la pratique, vous allez écrire la logique. Vous allez écrire une logique ici pour, si tu vas avoir la balance, tu dois écrire un code if pour contrôler l'identité. Ce n'est pas n'importe qui va accéder à la balance. Tu dois écrire une logique pour soit modifier la balance, ou bien même lire la balance de votre compte. Password, par exemple, ou n'importe quelle logique. Alors, avec ça, vous avez le contrôle. Ça, c'est l'abstraction. Donc, vous exposez à l'utilisateur des méthodes, des setters et des getters ou d'autres méthodes pour pouvoir accéder aux données, mais il n'a aucune façon, les données sont sécurisées. Il n'a aucun moyen de faire une modification quelconque parce que vous allez écrire du contrôle, des restrictions. OK, on affiche, on exécute le code. Parfait, 0. Parce que par défaut, pour les valeurs de type primitif, de type primitif comme int, double, long, et puis pour les variables d'instance, les valeurs par défaut sont 0. C'est 0. Pour une chaîne de caractères, si vous définissez une chaîne de caractères ici, ou bien un objet, la valeur par défaut, ça va être nul. Pour les objets, pour toute variable d'instance de type objet, la valeur par défaut assignée par la GVM, c'est des nuls. Nul. L'objet nul. Voilà, ça c'est pour les objets. OK. C'est bon. Donc ici, vous avez implémenté avec cette classe le concept d'encapsulation. Dans la même classe, vous avez défini vos variables et puis vous avez défini des méthodes pour manipuler ces variables. Vous avez encapsulé les données et puis les actions sur ces données. Ça, c'est l'encapsulation. Vous avez implémenté aussi le data hiding. Vous avez masqué vos données en utilisant c'est-à-dire le private. Voilà. Bon, est-ce que c'est clair jusque-là ou... Parfait. Si tu veux modifier la variable, tu fais simplement, tu fais appel à la méthode set, mais tu n'as aucun moyen de manipuler directement la variable. Voilà, set, effectivement. On a défini déjà une méthode set à la ligne 15. OK. Un autre concept dans la liste qu'on couvre, on a vu, je vous ai dit qu'on va parler de tightly, les classes qui sont fortement encapsulées.
qu'est-ce que c'est le concept de fortement encapsulé ou bien tightly encapsulated classes? Les classes qui sont totales ou bien presque fortement encapsulées. Qu'est-ce que ça veut dire? Et il faut essayer d'aller justement de converger ou bien d'utiliser des classes qui sont tightly encapsulated, les classes qui sont fortement encapsulées. Est-ce que quelqu'un peut, à travers ce qu'on a vu, peut inférer ou bien déduire qu'est-ce que c'est que les classes fortement encapsulées? Moi, je dirais les attributs vont être déclarés privés, puis la relation entre les classes est forte. Les méthodes vont être publiques, puis les attributs sont privés. C'est pas quelque chose c'est comme anti-patch. C'est pas quelque chose qui est recommandé de façon générale dans le développement. Ok, est-ce que quelqu'un peut dire quelque chose? Oui, effectivement. En fait, dans Java, on dit que, c'est-à-dire une classe c'est tightly encapsulated ou bien fortement encapsulée lorsque tous les paramètres, tous les attributs, toutes les variables comme celles que vous voyez à la ligne 2, les variables de cette classe sont privées. Donc toutes, sans exception, toutes les variables que vous voyez ici sont privées. Mais après, ces variables-là ont des accès, des getters ou des setters. Ça fait pas partie des critères de qualification d'une classe, qu'elle soit fortement encapsulée ou non. Donc, l'emphase, c'est vraiment c'est-à-dire sur l'accès à ces données-là. Comme notre classe qu'on vient de créer ici, est-ce qu'il est fortement tightly encapsulated ou non? Pourquoi rich? Pourquoi il n'est pas... On a combien de variables ici? D'instances? On a une seule. Et puis, cette variable-là, est-ce qu'il est privé ou public? Privé. Donc, cette classe est tightly encapsulated, fortement encapsulée. Par contre, si vous créez une autre variable, public, double, quelque chose, ou bien string, private, public, string, ou bien name, peut-être. Non, voilà. Ça, c'est pas une classe tightly encapsulated. C'est une classe ordinaire. Mais si vous remplacez public de la ligne 4 à private, elle redevient fortement encapsulée. C'est lorsque toutes les variables sont privées. On va faire un petit exemple. Tu crées une autre classe. Voilà, tu crées une autre classe. Tu peux l'appeler classe démo, peut-être. Ou bien exercice. Démo. OK. Point Java. Attends, crée une... dans cette classe-là, tu crées... attends, comment... elle est publique. Tu crées une variable privée, private, int, on va la mettre, int a égale 20, peut-être, 20. OK, c'est bon. Tu as créé cette classe, la méthode, voilà. Cette classe, est-ce qu'il est... on n'a pas besoin de getters. Je vous ai dit que c'est vraiment, il faut regarder les variables. Est-ce qu'ils sont
privé ou non. Donc, cette classe, est-ce qu'il est fortement encapsulé ou non? Oui. Il est fortement encapsulé parce que la seule variable qu'on a ici, elle est privée. Donc, et tu peux écrire fortement encapsulé. Tightly encapsulated. Voilà. Je ne sais pas si ça se traduit comme ça, mais tightly, c'est fortement encapsulé. OK. Après la ligne 4, on va créer une autre classe. Cette fois-ci, ne met pas public. Lorsqu'on crée des classes dans le même fichier, c'est uniquement, non, après la ligne 6. C'est-à-dire, après la ligne 6, tu sors complètement de la classe. C'est-à-dire, tu sors complètement de la classe, tu fais Enter. Dans le même fichier, dans Java, dans le même fichier, vous pouvez créer, ajouter autant de classes que vous voulez, mais il faut qu'il y ait une seule classe qui va être public. Donc, on peut créer une classe démo classe enfant, démo classe. Tu peux créer démo classe A, c'est correct, démo classe enfant. Child ou bien enfant, child, ok. Extends, elle va hériter de la classe démo classe. Extend, le concept d'héritage, on va le voir plus tard, il va hériter de démo classe. Ok. Et tu ouvres les accolades, tu vas définir une autre variable int a. Et cette fois-ci, tu vas pas la mettre privée. Ne la mets pas privée. Mets-la public. Public int b égale 20. Est-ce que cette classe child est totalement, ça dit fortement encapsulé ou non? Non, Pourquoi? parce qu'il est public. Ok. Et puis si je commente la ligne 9, la ligne 9, je la mets en commentaire, c'est-à-dire toute la ligne 9 au début. Est-ce que cette classe est fortement encapsulée ou non? Oui, Faisal? Oui, Je pense que oui, grâce à l'héritage. Exactement, exactement. Donc, grâce à l'héritage, parce qu'en fait, la classe DemoChild, elle hérite de la classe DemoClass. Tout ce qui est disponible, on va couvrir ça dans l'héritage, mais tout ce qui est disponible pour le parent, la classe Demo, sera à la disposition de la classe enfant. C'est l'héritage. Mais aussitôt que vous écrivez public int, on hérite le private, le A. Mais vu que vous avez ajouté le public ici, donc la classe démo classe n'est pas fortement encapsulée parce qu'elle a deux variables pour le moment. Elle a int b qui est public, mais elle a int a qui est private. Je ne sais pas si c'est clair pour ça. Parfait. Donc, en résumé, si la classe parent, c'est-à-dire si la classe parent n'est pas fortement encapsulée, les enfants, les classes enfants qui héritent de ces classes qui ne sont pas aussi. Donc, pour qualifier une classe de fortement encapsulée ou bien tightly encapsulated, il faut que toutes les variables soient privées. C'est-à-dire vous allez achever un degré de sécurité élevé. Voilà, je pense que pour aujourd'hui, c'est bon parce que j'ai d'autres choses, quelque chose à faire. Est-ce que vous avez des... Oui, Ismaël? Ouais, je veux juste dire merci beaucoup parce que, sincèrement, personnellement, j'ai compté 6 ou 7 questions. Là, c'est des questions d'entrevue. Puis le cours d'aujourd'hui, ça sert à n'importe quelle personne de n'importe quel niveau qui veut apprendre l'objet orienté. Là, puis c'est des questions que moi,
j'ai reçu là, après ma formation. Donc, c'est vraiment, si vous avez la chance de réécouter la vidéo, ça sera vraiment utile. Merci beaucoup, Ismaël. En fait, on va aborder plein d'exercices, plein de concepts. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Yes. Merci, bye. Merci. Merci.